Je suis un ami de Jared Williams, l'homme qui m'a envoyé cet enregistrement. J'ai récemment reçu un email de Jared contenant un enregistrement d'un de ses podcasts qui, à ma connaissance, n'a jamais été diffusé. Je n'avais aucune explication quant à la raison pour laquelle il me l'avait envoyé. Il voulait juste que je le diffuse. Lorsque j'ai essayé de l'appeler pour savoir ce qui se passait, je n'ai pas pu le joindre. Je n'ai pas réussi à accéder à sa boîte vocale. Ça a bipé 2 fois puis ça a raccroché à chaque fois que j'ai essayé. Au cours des derniers jours, je suis allé 2 fois chez lui, mais je n'ai jamais réussi à le voir. Chaque fois que j'ai essayé d'uploader son fichier pour le diffuser comme il me le demandait, il y eut toujours un message d'erreur. Peu importe ce que je faisais, je n'ai jamais réussi à le diffuser. Pour cette raison, j'ai décidé de retranscrire l'enregistrement par écrit pour pouvoir le partager. C'est la première fois que je fais ça, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Jared, si tu lis ceci, fais-moi savoir que tout va bien. Voici la retranscription du fichier audio, par Jared Williams. Le 16 mai 2022, Matilda Weaver s'est suicidée. Son corps a été retrouvé lorsque son voisin du dessous a signalé une fuite d'eau au niveau du plafond. Pensant qu'il y avait un tuyau qui fuyait, le propriétaire avait décidé d'aller cogner à la porte de Matilda pour tenter d'accéder à son appartement car celle-ci ne répondait pas à ses appels. Elle ne répondait toujours pas. Et après avoir vérifié auprès de son avocat si cela constituait une urgence lui permettant d'entrer sans autorisation, il a déverrouillé la porte à l'aide de son double et est entré pour localiser la fuite. Une fois entré dans l'appartement, il remarqua que de l'eau coulait dans tout le couloir qui menait à la salle de bain. Il la retrouva allongée tout habillée dans la baignoire, les poignets tailladés. Je ne connaissais pas personnellement Matilda. Comme nous vivions dans une petite ville, je l'avais peut-être croisée quelque part, mais je n'étais pas au courant de sa mort. Mais la mort de Matilda ne fut pas relayée par les médias et la grande majorité des gens n'étaient pas au courant. Par contre, Philippe Ramsey, lui, le savait. Je connaissais Philippe depuis des années, et même si nous n'avions jamais été particulièrement proches, nous avions toujours été en bons termes. Lorsqu'il m'a appelé 3 jours après le suicide de Matilda, j'ai rapidement accepté de le rencontrer au diner où nous avions l'habitude de nous retrouver après chaque match de baseball que nous jouions quand nous étions encore au lycée. Philippe m'a dit qu'il connaissait Matilda depuis quelques années. Ils travaillaient dans la même agence et ils étaient devenus particulièrement proches en travaillant ensemble sur des projets qui leur avaient été confiés. Puis petit à petit, ils ont entamé une relation. Le problème était que Philippe était marié. Soi-disant un mari heureux, comme il le dit. J'ai des doutes à ce sujet car, d'après mon expérience, les maris heureux n'ont pas tendance à aller voir ailleurs. Mais c'était sa version des choses. En tout cas, il craignait qu'elle n'ait laissé derrière elle quelque chose qui aurait pu révéler leur liaison et que ça finisse par arriver aux oreilles de sa femme. Il connaissait la mère de Matilda, et il réussit à convaincre la femme âgée de l'aider à s'occuper des affaires de sa fille pour prendre les dispositions nécessaires. Cela lui avait permis de fouiller dans les possessions de son ancienne amante en toute impunité. Sa mère lui avait été reconnaissante de son aide et l'en avait remercié abondamment. Philippe réussit à tout vérifier, sauf le téléphone de Matilda. Il était protégé par un mot de passe, il n'a donc pas pu découvrir ce qu'il y avait dessus. C'est pourquoi il est venu vers moi. Mon podcast était principalement orienté sur l'électronique et la technologie. Je n'aurais jamais pensé que cela conduirait de vieilles connaissances à me demander de parcourir les téléphones de personnes décédées. C'est pourtant ce que Philippe voulait que je fasse. Il n'avait pas seulement besoin de moi pour déverrouiller le téléphone. Cela ne l'aurait pas mené jusqu'à moi. Matilda avait beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux et elle utilisait plusieurs applications différentes pour y accéder. Ce dont il avait besoin, c'était que je craque tous ces mots de passe et que je m'assure que toute chose se rapportant à leur petite affaire soit supprimée. Au début, j'ai refusé. Je lui ai dit poliment, mais la simple pensée de faire ce qu'il me demandait me dégoûtait. Il a beaucoup insisté. Il m'a dit qu'il avait déjà voulu mettre fin à leur relation et qu'ils s'étaient mis d'accord ensemble pour tout arrêter, mais qu'elle s'est suicidée avant qu'il ne puisse le faire. Il m'a dit que si cette relation était révélée, cela nuirait non seulement à sa femme, mais aussi à leurs 2 enfants et qu'ils ne méritaient pas que cela leur arrive. J'ai finalement cédé et j'ai accepté de faire ce qu'il me demandait, à condition qu'il me donne le téléphone et qu'il ne soit pas présent pendant que je travaillais. J'avais déjà commencé à rationaliser les choses. Je pense que nous sommes tous extrêmement doués pour cela, quand nous savons que ce que nous faisons n'est pas moral. Je m'étais convaincu qu'au lieu d'aider Philippe, je protégeais autant que possible la vie privée de Matilda. C'était un tas de conneries, bien sûr. Je l'aurais en fait mieux protégée si je n'avais pas accepté d'entrer par effraction dans son téléphone portable.
Je ne sais pas si je suis sur le point d'avouer un crime. Est-ce un crime d'entrer par effraction dans le téléphone d'une personne décédée ? C'était absolument le cas. C'est juste que j'avais été trop con et que j'avais pas pu rester ferme dans mes convictions. Ce n'est pas difficile de déverrouiller un téléphone portable. Tout ce dont j'avais besoin était de le brancher au bon programme. La plupart des gens seraient surpris de savoir à quel point leurs téléphones soi-disant sécurisés ne le sont pas. Cela vaut pour la plupart des technologies de nos jours. Mais vous n'êtes pas ici pour écouter une conférence sur la sécurité technologique, et je ne fais pas cet enregistrement pour parler de ça. Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai ouvert son calendrier et j'ai commencé à vérifier les rendez-vous et les rappels. Je n'avais rien trouvé en rapport avec Philippe. Je suis passé à l'application Notes et rien non plus. Ce n'est que lorsque j'ai ouvert son mail que j'ai trouvé des choses. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai vu que la boîte de réception était complètement vide. Mathilda était morte depuis 3 jours. Quiconque consulte une boîte mail assez souvent peut vous dire qu'au moins 1 ou 2 courriers indésirables passeront vos filtres et finiront par se trouver dans votre boîte de réception sur une période de 3 jours. Lorsque j'ai vérifié le dossier de la corbeille, j'ai trouvé des centaines, voire des milliers de notifications automatisées qui avaient été supprimées. Elles venaient tous de médias sociaux. Chaque notification était marquée comme ayant été lue. J'ai fouillé un peu plus et j'ai découvert qu'ils avaient été envoyés en l'espace d'1 semaine. J'en ai choisi un au hasard et je l'ai lu. La notification concernait un nouveau commentaire sur une vidéo que Mathilda avait publiée. Et ce n'était pas flatteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Une utilisatrice du nom de Spicy Clara avait écrit une diatribe sur la médiocrité de sa vidéo et sur le fait qu'elle allait se désabonner de sa chaîne. Il y avait un lien vers la vidéo en question. J'ai cliqué dessus et j'ai regardé la première minute de la vidéo. C'était un tutoriel de maquillage que Mathilda avait posté. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait personnellement. Mais à en juger par le nombre de vues et d'abonnés qu'elle avait, c'était clair qu'elle avait un public demandeur de ce genre de contenu. Maintenant que j'avais un peu de contexte, j'ai fait défiler les commentaires pour localiser le message de Spicy Clara pour voir si d'autres personnes y avaient répondu. J'ai retrouvé le commentaire, mais ce n'était pas le même message qui avait été notifié dans son mail. C'était plutôt une critique élogieuse qui disait des compliments de Mathilda et du contenu de sa chaîne. C'était étrange, évidemment, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être un deuxième message négatif qui avait été supprimé. J'ai commencé à douter de cette théorie au fur et à mesure que je parcourais plus de notifications. Toutes étaient malveillantes. Beaucoup d'entre eux frisaient la haine. Cependant, lorsque je vérifiais la plateforme sur laquelle ils avaient été postés, je trouvais que la plupart des commentaires étaient positifs. Il se passait quelque chose de très étrange. Je suis tombé sur un email qui était une réponse à une plainte que Mathilda avait déposée auprès d'un administrateur du site au sujet d'un commentaire particulièrement violent. L'administrateur avait renvoyé une réponse indiquant qu'il n'avait trouvé aucune preuve de harcèlement et qu'il avait vérifié que le commentaire en question n'avait pas été supprimé ou modifié. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais il était fortement sous-entendu qu'ils croyaient qu'elle avait tout inventé. Elle avait joint 2 pièces à son mail à destination de l'administrateur. La première était une copie de la notification originale qu'elle avait reçue. La seconde était une capture d'écran qu'elle avait prise du commentaire. L'image comprenait également un certain nombre d'autres commentaires, tous négatifs. Lorsque j'ai retrouvé ces commentaires, cependant, aucun d'eux ne contenait le même message. Elle a aussi confié sur Facebook combien elle se sentait déprimée suite au déferlement de haine qui lui parvenait au travers des commentaires qui étaient publiés sur ses vidéos. Sa mère et un certain nombre de ses amis ont répondu à son message en lui disant entre autres qu'elle était devenue une pleurnicheuse et une ratée de la vie. Les messages étaient longs et intenses. Je me sentais mal à l'aise en les lisant et j'éprouvais maintenant une certaine empathie pour Mathilda. Personne ne méritait la quantité d'insultes qu'elle recevait, en particulier de la part des personnes qui étaient censées être ses proches. J'ai fait une pause d'environ 1 heure. Je commençais à moins me soucier d'aider Philippe Ramsey à effacer les traces de sa liaison que de comprendre ce qui avait causé cette avalanche de haine envers Mathilda. Aucun des éléments, en particulier les commentaires semblant basculer comme par magie entre le négatif et le positif, ne semblait s'intégrer dans une quelconque logique. Puis, en poursuivant mes recherches, j'ai décidé de consulter sa messagerie vocale et j'aurais souhaité ne pas l'avoir fait. Ce qui a suivi était un message de près de 5 minutes de la mère de Mathilda blâmant sa fille. Cela passait en revue tous les aspects de sa vie. Il ne semblait pas y avoir une seule chose sur laquelle sa mère ne la réprimandait pas. À un moment donné,
Elle a déclaré très simplement que la seule raison pour laquelle Mathilda était née était parce qu'elle n'avait pas pu se permettre d'interrompre la grossesse après qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que son père. J'étais secoué. Le deuxième message était de Philippe. Elle l'avait reçu moins d'1 heure après avoir reçu celui de sa mère. Si le premier message m'avait rendu malade, celui-là m'avait enragé. D'un ton très condescendant se voulant analytique, il se mit à parler de chaque défaut qu'il voyait en elle, détail par détail. Il la massacrait, de son intelligence à son apparence, en passant par des choses que seule une relation intime aurait pu lui permettre de savoir. C'était dégueulasse à écouter. Ce fut presque un soulagement quand il déclara finalement que leur relation était terminée et qu'il raccrocha. J'attrapai mon téléphone avant même la fin de l'enregistrement. Que cette ordure soit maudite. Je n'allais jamais aider quelqu'un qui avait été aussi cruel envers un autre être humain. J'ai composé le numéro et j'étais à 2 doigts de l'appeler quand une pensée me fit arrêter. Je repensais au message en ligne qui changeait mystérieusement. J'ai alors décidé de ne pas me précipiter et de continuer d'inspecter le contenu de son téléphone. J'ai découvert que Mathilda avait téléchargé un fichier audio la veille de sa mort. Une voix de femme, calme et posée, s'est fait entendre sur le haut-parleur du téléphone lorsque j'ai cliqué sur le fichier. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que j'écoutais un enregistrement de réponse sensorielle autonome des méridiens, également connu sous le nom beaucoup moins sophistiqué d'ASMR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont essentiellement des voix et des sons qui sont enregistrés de manière à susciter une sorte de satisfaction chez les gens. Après le harcèlement et toute la haine soudaine qu'on lui a fait subir, il n'était pas étonnant que Mathilda ait recherché quelque chose pour l'aider à se relaxer. Ça commençait comme ça. Parfois, il est préférable de prendre du recul, de respirer profondément et d'essayer de se débarrasser de tout ce stress que vous ressentez. Je sais que la vie peut être difficile et nous avons tous notre propre croix à porter. Vous pouvez avoir l'impression d'être submergé, comme si vous étiez étouffé. Il est important de se rappeler qu'il y a toujours d'autres personnes vers qui vous pouvez vous tourner lorsque vous avez besoin de réconfort. Parfois, nous devons nous demander ce que nous ferions si nous n'avions pas ces personnes incroyablement importantes dans nos vies. Imaginez à quel point ce serait triste. Si tout le monde dans votre vie s'était retourné contre vous, que feriez-vous ? Je pense que si tout le monde se retournait contre moi, j'aurais besoin de m'examiner attentivement. Toutes ces personnes ont-elles tort ? Que savent-ils sur moi que je ne connais pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que cela suscite tant de réactions ? Dans la vie, il n'y a pas de fumée sans feu. Et vous ? Avez-vous déjà vu vos amis et votre famille vous faire des remarques ? Si oui, avez-vous regardé au plus profond de vous-même et avez-vous compris pourquoi vous êtes si éprouvant pour les autres ? Si c'était moi, je pense que les gens auxquels je tiens seraient plus heureux sans moi dans leur monde. Après tout, est-ce que ma petite personne est plus importante que le bonheur de tous ces gens à qui je fais du mal ? Non, je ne pense pas. J'aime ma famille et mes amis. Je veux qu'ils soient heureux, bien plus que de satisfaire mon ego. Si mon absence était ce qui les rendrait heureux, alors ce serait peut-être mieux pour tout le monde que je m'en aille. Il y avait beaucoup plus, mais je suis sûr que vous avez compris l'idée. Je suis également sûr que vous savez où ça l'a mené. J'ai retrouvé le site sur lequel Mathilda avait téléchargé l'enregistrement ASMR, et quand j'ai cliqué dessus pour l'écouter, cela ne ressemblait en rien à la version qu'elle avait téléchargée. Il était plutôt axé sur le Reiki. Je ne m'y connais pas, mais ce n'est certainement pas quelque chose d'aussi sinistre. Dans le dossier téléchargement, j'ai également trouvé une copie d'un relevé bancaire récent de son compte en ligne. Il montrait que le compte avait une épargne décente jusqu'à 1 semaine avant la mort de Mathilda. J'ai vu qu'avant sa mort, il y avait une série de retraits à la caisse le même jour et tout son argent avait été retiré de son compte. Ça aurait dû être techniquement impossible de tout retirer le même jour. À cause de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, j'ai immédiatement été méfiant. J'ai parcouru l'historique des appels de son téléphone pour la date à laquelle elle avait téléchargé le document et j'ai découvert qu'elle avait appelé le numéro du service client au bas du relevé. L'appel avait duré plus d'1 heure. Il me semblait que Mathilda n'avait pas été la personne qui avait vidé son compte. Et lorsqu'elle avait vérifié son relevé et vu qu'il ne lui restait plus rien, elle avait décidé d'appeler la banque pour déclarer un vol. Ces derniers jours,
Mathilda avait été agressée psychologiquement, émotionnellement et financièrement. Elle avait vécu un enfer. Ces attaques avaient manifestement été préméditées. Je ne voyais tout simplement pas comment cela aurait pu être possible. Toutes ces publications en ligne qui apparaissaient systématiquement différentes, des enregistrements audio magiquement modifiés une fois téléchargés, et le siphonnage de son compte en banque qui avait été effectué en une seule journée. Comment cela pouvait-il arriver ? En tant que personne qui doit régulièrement effectuer de nombreuses recherches dans le secteur de la technologie, je savais que les changements de messages et d'enregistrements vocaux auraient dû être impossibles à falsifier. Il aurait été techniquement faisable de modifier un message ou même falsifier une voix, mais le faire de façon systématique et en temps réel, ça me paraissait plutôt du domaine de la science-fiction. Même s'il y avait une possibilité de le faire, cela aurait nécessité beaucoup de moyens et de main-d'œuvre. Une telle conspiration contre un seul employé du gouvernement d'une petite ville n'avait aucun sens. Une par une, j'ai parcouru toutes les applications du téléphone de Mathilda. J'avais complètement abandonné le plan initial de me débarrasser des éléments qui avaient un rapport avec Philippe. Au lieu de cela, je cherchais maintenant uniquement d'autres preuves que sa vie et sa santé mentale avaient été ciblées. Il y avait d'autres éléments que j'ai remarqués et que j'aurais probablement ignorés si je n'avais pas spécifiquement pris l'initiative d'éplucher les moindres détails. Par exemple, ces dernières publications sur Instagram ont eu beaucoup moins de vues que les précédentes. Il en allait de même pour son compte TikTok. Le plus inquiétant était que j'ai commencé à voir des choses angoissantes émerger également sur d'autres applications en dehors des réseaux sociaux. Toutes les suggestions du contenu sur Netflix et Amazon Prime étaient des histoires déprimantes ou contenaient des personnages qui se sont suicidés. J'ai essayé de cliquer sur quelques-uns des films et des émissions précédentes vues par Mathilda qui ne faisaient pas partie de ces suggestions, mais à chaque fois, un message d'erreur apparaissait indiquant que le contenu n'était pas disponible actuellement et qu'il fallait réessayer plus tard. Les films et les séries suggérées, cependant, revenaient toujours même après avoir réinitialisé les préférences. J'avais réussi finalement à faire le tour de ces applications, sauf une. Je l'avais volontairement évitée. Pendant les heures que j'avais passées sur le téléphone de Mathilda, j'avais pénétré sa vie privée. Comme je l'ai dit, ce n'était pas quelque chose dont j'étais fier. La consultation de cette dernière application pousserait l'intrusion dans sa vie intime un peu plus loin. C'était l'application de gestion des flux et des enregistrements des caméras de sécurité de sa maison. Je me suis décidé à cliquer. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que Mathilda avait été ciblée et harcelée dans l'objectif spécifique de la faire se suicider. J'avais besoin de rassembler toutes les preuves que je pouvais pour retrouver les coupables. J'aurais probablement des ennuis avec la police pour ce que j'avais fait, mais ça valait la peine si on finirait par retrouver les ordures derrière tout ça. Il n'y avait que 3 enregistrements de séquences vidéo sur l'application. Chacun avait un horodatage, et tous étaient répertoriés comme ayant été capturés lorsqu'un capteur de mouvement avait été déclenché. Tous étaient à quelques jours du suicide de Mathilda. Prenant une profonde inspiration, j'ai consulté le premier enregistrement. Il montrait une femme dans la mi-trentaine qui se dirigeait vers la caméra. La prise de vue était sous un angle étrange, et il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que je regardais des images d'une caméra intégrée dans la sonnette. J'ai reconnu que c'était Mathilda. Elle s'arrêta à quelques pas de la caméra et fouilla dans sa poche avant de sortir un trousseau de clés. Ce faisant, son visage s'est incliné dans un angle qui m'a permis de remarquer des cernes sous ses yeux. Elle avait l'air épuisée. Elle trouva la clé qu'elle cherchait et l'inséra dans la serrure. Quand elle allait la tourner, cependant j'ai remarqué qu'elle avait du mal à le faire. Elle essaya de la tourner pendant un moment avant de reculer et de regarder la clé qu'elle tenait. Elle était manifestement cassée. Elle la fixa d'un air vide avant de poser les mains sur son visage et de se laisser tomber sur le sol. Elle se recroquevilla sur elle-même et se mit en boule. C'était difficile à voir, mais je pense qu'elle pleurait. J'ai eu les larmes aux yeux après avoir vu l'enregistrement. Elle subissait tellement de choses d'un coup que cela était à peine concevable. Le deuxième enregistrement était complètement noir. Il était impossible de voir quoi que ce soit dessus, mais il y avait toujours du son. Soit la caméra n'avait pas correctement fonctionné, soit il faisait trop sombre pour que son capteur puisse enregistrer quoi que ce soit. Je pouvais entendre une série de chuchotements étranges qui étaient trop faibles pour en distinguer les mots. Il y avait aussi un bourdonnement que je n'ai pas pu identifier.
je n'ai pas réussi à tirer quoi que ce soit de cet enregistrement. Le troisième et dernier enregistrement provenait d'une caméra dans un couloir. Elle était inclinée de manière à pointer en direction d'une porte ouverte. C'était la chambre de Mathilda. Le lit était visible du côté droit de l'ouverture, et à gauche se trouvait une petite table avec un ordinateur portable ouvert dessus. L'image était en noir et blanc, du genre vision nocturne. D'après l'horodatage, l'enregistrement avait eu lieu à 2h54 du matin, le jour où Mathilda se suicida. Écoutez bien car ça a l'air dingue. Je vais essayer de décrire ce que j'ai vu. La chose apparut du côté gauche de la chambre. Je n'arrivais pas à distinguer quoi que ce soit de ses traits. C'était comme si la caméra se mettait à brouiller et à clignoter spécifiquement sur sa silhouette. Néanmoins, je pouvais voir en la comparant aux autres éléments de la chambre que la créature ne faisait que quelques centimètres de large, mais devait mesurer autant qu'une personne adulte. Elle bougeait de façon saccadée, oscillant de mouvements parfois lents à rapides. Il se dirigea vers le lit et déploya un bras tout maigre pour retirer lentement la couverture et relâcha sa prise sur le sol, dévoilant ainsi Mathilda pendant qu'elle dormait. Puis il se dirigea vers une petite boîte fixée à l'un des murs du couloir et tendit son bras pour l'atteindre. Je pense qu'il s'agissait du thermostat. Après quelques secondes, la créature retira son bras et disparut hors de vue. Les minutes passèrent pendant que l'enregistrement se poursuivait. J'ai commencé à me demander si quelque chose d'autre allait se produire quand Mathilda sortit du lit. Bras étroitement croisés sur sa poitrine alors qu'elle frissonnait visiblement. Elle sortit dans le couloir et vérifia le thermostat. Le remettant apparemment à la bonne température avant que la créature ne l'ait modifié, elle posa une main sur le mur et s'y appuya un moment. Elle avait l'air d'être sur le point de s'effondrer d'épuisement. Elle se ressaisit et retourna dans la chambre, ramassant la couverture avant de se coucher. L'enregistrement s'est terminé. Je l'ai re-regardé plusieurs fois. Je ne sais plus combien de fois en tout. En tout cas, peu importe. Je ne pouvais tout simplement pas accepter ce que j'avais vu. Je vais essayer de vous décrire la sensation que je ressentais devant la vidéo. C'était comme avoir vécu un accident de voiture. Lorsque cela se produit, il y a cette étrange déconnexion qui ne vous permet pas de saisir ce qui vient de vous arriver. Les preuves sont là devant vous. Le métal tordu, le verre brisé, l'odeur de fumée. Mais lorsque vous regardez directement l'épave, cependant, vous n'arrivez toujours pas à réaliser ce qui vient de se passer. C'est ce que j'ai vécu en regardant les images des caméras de sécurité en boucle. Je n'y comprenais rien. Pourquoi cette chose retirait-elle une couverture et ajustait-elle un thermostat ? Cela ressemble à une farce qu'on aurait pu faire à l'université si ça ne venait pas d'une créature aussi étrange. J'aurais probablement dû mettre les éléments en place plus rapidement que je ne l'ai fait, mais mon esprit était encore sous le choc. Ce n'étaient pas les actions elles-mêmes qui étaient importantes, c'était leur résultat. La créature avait privé Mathilda de son sommeil. C'était le dernier élément dont il avait besoin pour la pousser au-delà de son point de rupture. Cette chose s'était assurée qu'elle finirait par se suicider. Je n'ai rien dit à la police. Je l'aurais fait si je pensais que cela aurait été utile. Le problème est que rien de tout cela ne pouvait mener à une piste pour retrouver le coupable. Et qu'en dévoilant aux autorités des activités que je qualifierais de paranormales, j'allais peut-être ouvrir une boîte de Pandore dont j'ignorais les conséquences. C'était dans le cas où ils prendraient ces preuves au sérieux. Peut-être que pour eux je serais juste un animateur de podcast qui utilise un événement tragique pour susciter de l'intérêt dans son émission. C'était là que l'histoire de Mathilda Weaver s'arrête. Mais ce n'est malheureusement pas là que cette histoire prend fin dans son ensemble. Il y a 24 heures, j'ai appris que Philippe Ramsey s'était suicidé. Une balle dans la tempe droite. J'ai appelé sa femme pour lui présenter mes condoléances. Nous avons commencé à parler, et je ne sais pas si c'était le chagrin ou un besoin de se débarrasser du fardeau qu'elle portait, mais elle m'a dit que la veille de sa mort, une femme s'est présentée à leur porte pendant que Philippe était au travail. La femme lui a présenté une pile de photos et d'enregistrements montrant en détail la relation que Philippe entretenait avec Mathilda. Puis cette femme s'éloigna sans dire un mot. Il ne m'a pas fallu être un génie pour mettre les pièces du puzzle ensemble. La créature de la vidéo de sécurité avait cette fois ciblé Philippe. Et cela avait encore une fois réussi.
Ce matin, je me suis réveillé avec un SMS sur mon téléphone m'avertissant que mon compte courant était à découvert. Des milliers de dollars étaient juste partis. J'ai également reçu un avis m'indiquant que mon podcast était actuellement suspendu, car il avait fait l'objet d'une enquête pour violation des termes et des conditions d'hébergement. C'était à mon tour d'être la cible. J'espère que parce que j'allais savoir ce qui allait m'arriver, je serais capable de traverser cet enfer. C'était ce que j'espérais. Il n'y avait aucun moyen de savoir quel plan le suicideur avait pour moi.